Un médecin de l'élite défie la fille d'une servante de sauver un patient mourant, la ridiculisant. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son génie caché pourrait sauver une vie que personne d'autre ne pourrait sauver. Un homme est en train de mourir sur une civière, au milieu d'un camp médical en montagne. Les machines hurlent, les médecins s'affolent. Robert Leclerc, le chirurgien en chef, craque. « Tu penses savoir quelque chose que nous ignorons ?» Sa voix déborde de mépris. Une adolescente s'avance. Mauvais uniforme, mauvaise condition, la mauvaise personne pour parler. Pourtant, elle parle. « Arrêtez, dit-elle. Vous êtes en train de le tuer. » Il rit comme si c'était une blague. « Allez, dis-nous, quel est ton avis d'expert? » « Vas-y, guéris-le. » Elle pose ses mains tremblantes sur les outils d'une profession qu'elle n'a pas le droit d'étudier. La fille d'une servante défiant l'élite de la médecine. Une vie suspendue à un fil. Une voix disant ce que personne d'autre n'osait voir. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une génie qui sauve la vie d'un inconnu. C'est l'histoire de la façon dont une personne insignifiante est devenue celle que le monde ne peut ignorer. L'air humide des Pyrénées était assez épais pour porter le son de chaque toux, chaque sanglot discret. Dans une clairière haut dans les montagnes, la Fondation médicale de France avait érigé une ville de tentes médicales blanches, un phare de la médecine moderne pour une communauté souvent laissée à l'abandon. Aline, 17 ans, tenait un chiffon humide, nettoyant un plateau en acier inoxydable. Elle travaillait avec une précision calme et méthodique. Ses cheveux blonds étaient attachés en une simple queue de cheval sévère, et ses yeux d'un bleu vif et intelligent ne laissaient rien passer. Elle et sa mère Marthe faisaient partie de l'équipe de nettoyage locale. Elles avaient été engagées pour maintenir les standards impossibles des médecins visiteurs. Elles stérilisaient les équipements, lavaient les sols glissants à cause de l'humidité et éliminaient les déchets biologiques. Elles étaient des ombres dans des blouses blanches présentes, mais invisibles. La mère d'Aline Marthe polissait le verre d'une armoire de fournitures. À 45 ans, ses mains étaient rugueuses à force de travail, mais ses mouvements étaient empreints de dignité. Elle était fière d'avoir ce travail même pour seulement 2 semaines. Il payait bien, et elle se sentait partie prenante de quelque chose d'important. Aline murmura Marthe en hochant la tête vers un coin. « Nettoie les pieds de cette civière. » Le docteur Leclerc fait sa tournée. Aline hocha la tête et s'avança pour obéir. Elle avait vu le docteur Robert Leclerc. Il était impossible de le manquer. Il était le chef de l'équipe chirurgicale. Un homme dont la réputation était aussi impeccable que sa blouse blanche. Il se déplaçait à travers la tente de triage chaotique comme un requin dans un étang de carpe koi, élégant, puissant et entièrement maître de la situation. Sa voix était toujours calme, toujours tranchante. Juste à ce moment-là, une jeune infirmière locale qui offrait son temps en tant que bénévole s'approcha de lui. « Docteur, dit-elle hésitante. Monsieur Dupont, dans la civière. Sa pression artérielle est toujours élevée. Je pensais que peut-être vous, le docteur Leclerc. » L'interrompit sans même lever les yeux de sa tablette. « Infirmière, je suis en train de faire un diagnostic différentiel pour 3 patients critiques tout en planifiant un pontage de l'artère fémorale. Vous êtes là pour suivre les protocoles, pas pour réfléchir. C'est bien compris. » L'infirmière rougit. « Oui, docteur. Bien. Vérifiez à nouveau son dossier et faites ce que je vous ai demandé. » Il passa à côté d'elle et ses yeux tombèrent sur Aline. Elle était accroupie près de la civière, nettoyant une tache de boue. Il ne la vit pas. Il ne vit qu'une tâche non accomplie. Son regard se tourna vers Marthe. C'était un regard qu'Aline connaissait bien, un regard qui rejetait mesurait et les trouvait insuffisantes. Un regard qui disait « Vous êtes là pour aider ». La bouche du docteur Leclerc se crispa. Il détestait l'irrégularité. Il fit un geste vers Aline comme si elle n'était qu'un meuble.
Marthe, n'est-ce pas? Gardez votre fille en mouvement. Ce n'est pas une journée, amène ta fille au travail. C'est un champ stérile. Oui, docteur. Tout de suite, murmura Marthe le visage rouge. Aline, dépêche-toi maintenant. Aline ne répondit pas. Elle termina de nettoyer la civière et s'avança vers la suivante. Mais ses yeux le suivirent. Elle nettoya ses mains. Elle écouta ses ordres. Elle observa les autres médecins, les résidents pressés et nerveux, les infirmières fatiguées mais compétentes, et l'autre femme qui semblait être en charge. Cette seconde médecin était le docteur Evelyne Dubois, une diagnosticienne senior de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle était plus âgée que Leclerc, avec des yeux fatigués, mais bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Elle regardait Leclerc avec un air clinique, comme si elle observait un étudiant difficile, mais talentueux. Les portes de la tente de triage s'ouvrirent en grand, et 2 hommes entrèrent portant un troisième. « Nous avons besoin d'aide. Il vient de s'effondrer. » L'homme qu'il portait avait une 50aine d'années. Son visage était d'un bleu-gris pâle. Il haletait un bruit terrible humide qui résonnait dans sa poitrine. « Mettez-le ici !» cria un résident, les guidant vers une civière vide. L'atmosphère tendue se transforma. Le docteur Leclerc était déjà au chevet, en un instant, portant un brassard de tensiomètre et un électrocardiogramme à 12 dérivations. Maintenant, l'équipe se mettait en mouvement. Les saturations sont à 84 et en chute. Docteur annonça une infirmière. Il crache, c'est une expectoration rose et mousseuse, dit un résident, la voix serrée d'alarme. Pneumonie sévère, déclara Leclerc, la voix coupant à travers la panique. Présentation atypique. Il se noie dans ses propres fluides. Mettez-le sous un masque à haute concentration d'oxygène et poussez 500 cl de sérum physiologique pour soutenir sa pression. Marthe, sentant l'urgence, attrapa le bras de sa fille. « Aline, il faut qu'on sorte d'ici. On va être dans le chemin. » Mais Aline resta figée, les yeux rivés sur le patient. Elle regarda l'infirmière accrocher le masque à haute concentration. La panique de l'homme ne faisait qu'augmenter. Il griffait le masque, les yeux écarquillés de terreur. Sa respiration s'aggravait. « Docteur, les saturations sont à 79. »« C'est la pneumonie, dit Leclerc. L'infection est trop avancée. Augmentez le PEP, forcez l'oxygène. » Du fond de la tente, Aline observa. Sa main alla vers le petit carnet en cuir usé dans la poche de sa blouse trop grande. C'était sa possession la plus précieuse. Il avait appartenu à sa grand-mère, Florence Albright. Florence avait été infirmière de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait servi dans des hôpitaux de campagne de Normandie à Bastogne. Son carnet n'était pas rempli de sentiments personnels. Il était rempli d'observations, des milliers de pages de notes manuscrites sur les symptômes, les traitements et les résultats esquissés à la lumière des bougies pendant que les bombes tombaient. Aline avait lu ce carnet tellement de fois que ses pages étaient aussi souples que du tissu. Elle avait mémorisé l'écriture nette et précise de sa grand-mère et elle savait exactement ce qu'elle voyait. Les idiots pensent toujours qu'il s'agit des poumons. Florence avait écrit en 1944 en décrivant un soldat surchargé de fluide. Il voit l'eau et blâme le vaisseau, pas la pompe. Mais regarde le cou, regarde la mousse. Les veines se tendent comme des cordes. Les poumons ne sont pas malades. Ils se noient. Le cœur est défaillant. Aline regarda le patient. Ses veines du cou étaient horriblement distendues. La mousse rose sur ses lèvres était un signe classique. L'oxygène à haut débit n'était que forcer le liquide encore plus profondément dans ses tissus pulmonaires. Il ne le sauvait pas. Il le tuait. Aline murmura Marthe en lui tirant le bras. « Ils ont tort », maman chuchota à Aline, la voix tremblante. « Quoi, ils ont tort?
Ce n'est pas une pneumonie, c'est son cœur. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elles passèrent devant 2 résidents qui faisaient une pause près du placard de fourniture. « Qui est cette fille ?» murmura l'un des résidents buvant un café. « Elle fait partie de l'équipe de nettoyage. C'est la fille de Marthe. » « Pourquoi elle reste là à fixer? » « C'est bizarre. Le clerc va faire une crise s'il la voit regarder un patient critique comme ça. »« Probablement juste de la curiosité morbide, » dit le premier résident en haussant les épaules. « Regarde, essaie juste de ne pas gêner le clerc aujourd'hui. Il est de mauvaise humeur. » Marthe serra plus fort la main d'Aline, son visage impassible masquant son anxiété. Elle tira sa fille vers la sortie. Elle ne savait pas qu'Aline ne fixait pas le patient par curiosité morbide. Elle le regardait horrifiée. Les alarmes des moniteurs du patient se mirent soudainement à hurler. Un long ton plat. Il est en fibrillation ventriculaire. Le patient est en train de s'effondrer. « Prenez le chariot !» cria le clerc. Ils commencèrent les compressions. L'équipe se précipita à l'action. Un résident commença à effectuer des compressions sur la poitrine de l'homme. « Il ne répond pas, docteur. » Le docteur Leclerc transpirait maintenant sa parfaite maîtrise de soi se fissurant. Il était en train de perdre un patient devant toute son équipe. Il leva les yeux, ses yeux fous de frustration, et ils se posèrent sur Marthe. Elle se tenait près de la porte figée, tenant la main de sa fille. Toutes les 2 regardaient. « Que faites-vous encore ici ?» rugit le clerc, sa voix résonnant dans le silence soudain, alors que les compressions s'arrêtaient. Marthe tressaillit. « Nous allions partir. Docteur, je suis vraiment désolé. » « Désolé. » Le clerc rit un son bref et laid. Il était en colère contre le patient, les résidents contre lui-même. Il pointa son doigt ganté vers Marthe. « Vous regardez tous, fixant cet homme mourir. Vous pensez savoir quelque chose que nous ne savons pas. Vous avez passé votre semaine à nettoyer et écouter. Vous pensez être médecin maintenant? » Marthe devint pâle. « Non, monsieur. Bien sûr que non. » « Alors quoi? Vous êtes ici depuis 1 semaine. Vous devez avoir appris quelque chose. » Sa voix était pleine de sarcasme, une humiliation publique cruelle. « Allez-y, dites-nous. Quel est votre avis d'expert? » Les résidents regardèrent choqués. Le docteur Dubois leva les yeux de son dossier, son front froncé de désapprobation. Marthe secoua simplement la tête, des larmes plein les yeux. « Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu votre langue? » Le clerc ricana. « Je pensais que vous vous en faisiez. Allez-y, guérissez-le si vous vous en souciez tant. » Il se détourna d'elle. Un dernier geste méprisant. Chargé à 200. Clair. Un choc traversa le corps du patient. Rien. Toujours en fibrillation ventriculaire. Marthe se mit à pleurer silencieusement, ses épaules tremblant de honte. Aline, qui était restée silencieuse pendant tout ce temps, lâcha la main de sa mère. Sa voix était douce, mais elle trancha la tension comme un scalpel. « Arrêtez !» Toutes les têtes dans la tente se tournèrent. Le docteur Leclerc, les paddles en main, se figea. Il se tourna lentement. Aline marchait vers lui. Elle passait devant les résidents, devant les chariots de fourniture, et se dirigeait droit vers l'homme mourant. « Qu'avez-vous dit ?» demanda Leclerc, la voix dangereusement basse. « J'ai dit « Arrêtez !» répéta Aline. Sa peur avait disparu, remplacée par une certitude glacée. « Vous allez le tuer. » La tente était absolument silencieuse. Le seul son était le ton régulier et menaçant du moniteur cardiaque. Aline non cria Marthe, se précipitant en avant. Aline leva la main, arrêtant sa mère sans la regarder. Ses yeux étaient fixés sur le patient. Le visage du docteur. Leclerc passa de la stupéfaction à l'incrédulité, puis à un amusement sombre et froid. « Eh bien, il semble que l'aide ait un avis après tout, » dit-il en faisant un geste vers l'homme mourant.
Soyez mon invité. Les mots moqueurs du docteur Leclerc, soyez mon invité, restèrent suspendus dans l'air. Le long ton plat du moniteur cardiaque était la seule réponse. Marthe se précipita en avant, attrapant le bras mince de sa fille. « Aline, non. Laisse tomber, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce que tu fais, maman. » Aline dit sa voix calme, mais vibrante, d'une étrange nouvelle puissance. « Lâche-moi. Je sais ce que je fais. » Elle tira doucement son bras libre et s'avança vers la tête de la civière. Les résidents et les infirmières se figèrent, cherchant une indication auprès du docteur Leclerc. Mais Leclerc était paralysé, son visage une masque d'incrédulité. Ce n'était pas comme ça que sa blague était censée se terminer. Aline regarda le patient, puis les moniteurs, puis l'infirmière tenant le masque à oxygène. « Toi, dit Aline, sa voix claire et tranchante. Enlève ce masque de lui maintenant. » L'infirmière regarda le docteur Leclerc. « Docteur, il est hypoxique, espèce d'idiot, dit-elle. » Leclerc répliqua, retrouvant sa voix. « Il a besoin de cet oxygène. Il est hypoxique parce que ses poumons sont remplis de liquide. » Dit Aline, sans quitter le patient des yeux. « Vous forcez de l'air dans de l'eau. Cela s'appelle l'agitation. Vous aggravez la situation. Enlevez le masque. Donnez-lui une simple canule nasale, 6L. »« C'est insensé, murmura un résident. Je vais vous faire sortir d'ici de force, cria Leclerc. Il attrapa l'épaule d'Aline. Robert, arrête, dit Dr Evelyne Dubois. Elle s'avança, sa voix calme, traversant la tente plus efficacement que le rugissement de Leclerc. Elle posa une main sur le bras de Leclerc. Quoi, Leclerc était incrédule. Evelyne, cet homme est mort. Et cet enfant gêne mon équipe. Ton équipe échoue, Robert, dit Dr Dubois calmement. Ce que tu fais ne fonctionne pas. Il est toujours en fibrillation ventriculaire. Laisse-la parler. Dr Dubois tourna ses yeux intelligents et acérés vers Aline. Explique rapidement. Aline pointa du doigt la poche de liquide. Qui a ordonné la perfusion de sérum physiologique? C'est moi, dit Leclerc. Sa pression chute. Vous noyez une pompe défaillante, dit Aline. Son cœur ne peut pas gérer le volume qu'il a déjà. C'est pour cela qu'il s'effondre. Arrêtez la perfusion de sérum. Arrêtez-la immédiatement. Le résident près du poteau de perfusion regarda Leclerc puis Dr Dubois. Dr Dubois hocha la tête une fois. Le résident ferma rapidement la ligne. Et regarde son cou, continua Aline en pointant. Toute l'équipe, y compris Dr Leclerc, suivit son doigt. Vous voyez cela? La distension de la veine jugulaire. Ses veines ressortent comme des cordes. Son cœur ne fait pas circuler le sang. Tout est bloqué. Cela refoule dans ses poumons. Elle pointa la mousse rose sur les lèvres de l'homme. Cela, c'est un œdème pulmonaire classique. Son cœur est en défaillance. Ce n'est pas de la pneumonie. Les yeux d'un résident s'écarquillèrent. Elle a raison. C'est une présentation typique de l'insuffisance cardiaque congestive. Bien sûr, dit Leclerc, avec un rictus tentant de reprendre le contrôle. C'est une comorbidité, mais il est toujours en fibrillation. Il est toujours mort. Et toute ton observation brillante n'a pas changé cela. Il saisit à nouveau les paddles, les chargea à 200. Non, cria Aline. Vous choque un cœur qui se noie et s'étouffe. Vous ne faites que l'irriter davantage. Apportez-moi 80 mg de Lasix et 100 de lidocaïne. Administrez-les maintenant. Lasix, demanda l'infirmière stupéfaite. C'est un diurétique puissant, une pilule de l'eau. Lidocaïne, dit le résident, pour son rythme cardiaque. Faites-le, ordonna Dr Dubois, sa voix ne laissant aucune place à la contestation. L'équipe médicale formée pour suivre la voie la plus forte était désormais piégée. Dr Leclerc était le directeur. Dr Dubois était la diagnosticienne senior. Et la fille était la seule à avoir du sens.
L'infirmière déchira les emballages. Un résident prépara la seringue. « On n'a pas le temps pour ça, » dit Leclerc, sa voix tendue. « Il est inconscient depuis 2 minutes. » « Alors commencez les compressions, » ordonna Aline au résident à côté d'elle. « Fort et vite. Ne vous arrêtez pas. » Le jeune médecin, dans un état de confusion, commença immédiatement les compressions thoraciques. « Les médicaments sont là, » annonça l'infirmière. « Bien. Maintenant, arrêtez les compressions, » dit Aline. Elle saisit les paddles. Ses mains étaient petites, mais stables. Aline, murmura Marthe, terrifiée. « Chargez à 200, dit Aline. La machine émit le signal clair. Elle appuya sur les boutons. Le corps de l'homme se courba hors de la civière. Tous les yeux se tournèrent vers le moniteur. La ligne plate resta. Un silence terrible et suffocant remplissait la tente. Docteur Leclerc laissa échapper un rire bref et amer. « Eh bien, docteur, d'autres idées brillantes. Où avez-vous fini de jouer? » Le visage d'Aline était pâle. Elle fixait l'écran. Elle se souvenait des paroles de sa grand-mère. Parfois, la pompe est tout simplement trop fatiguée. Vous avez évacué l'eau. Vous avez apaisé le rythme, mais elle a oublié comment battre. Il faut lui rappeler. Elle manquait une étape. Le cœur était faible. Ce n'était pas juste le liquide, c'était la pompe elle-même. « Quel est son niveau de potassium ?» demanda Aline. « Nous ne savons pas, dit le résident. Nous venons juste de le recevoir. »« Peu importe, » répondit Aline en regardant l'infirmière. « Donne-moi une fiole d'épinéphrine, une d'atropine et une seringue de 10 centilitres de chlorure de calcium. »« Calcium AP, » dit Dr Dubois, les yeux écarquillés. « Enfant, tu jettes des médicaments sur lui. »« Son cœur est arrêté, » dit Aline, sa voix éraillée. La lidocaïne était là pour stopper la fibrillation ventriculaire. Ça a marché. Maintenant, il est en asystolie. Il est à l'arrêt. Le Lasix tire le liquide, mais le muscle cardiaque est trop faible pour redémarrer. Le calcium aidera le muscle à se contracter. L'épinéphrine le relancera. Elle n'était plus une fille. Elle était une force. L'équipe, maintenant totalement sous son emprise, se mit en mouvement. Injectez l'épinéphrine et l'atropine. Maintenant, ordonna Aline. Reprenez les compressions, ajouta-t-elle. Le résident recommença les compressions. 10 secondes. 20. Arrêtez. Tous les regards étaient fixés sur l'écran. Rien. Injectez le chlorure de calcium. Lentement, dit Aline, presque à voix basse. C'est fait, dit l'infirmière, la voix tremblante. Chargez à 300, dit Aline. Claire ajouta-t-elle. Elle le choqua à nouveau. Le corps de l'homme se hérissa. Une seule impulsion solitaire apparut sur l'écran. Puis une autre, puis une troisième. Bip, bip, bip. C'était un rythme lent, irrégulier, mais c'était un rythme. Saturation. 81, murmura l'infirmière, les yeux remplis de larmes. 82. Elles augmentent. Le patient, qui était d'un bleu grisâtre mortel, prit soudainement une grande inspiration tremblante. Sa couleur commença à changer, passant du gris à un rose pâle et cireux. Il grogna. Aline laissa tomber les paddles. Ils pendaient à leurs fils, se balançant légèrement. Elle se recula de la civière. La tente était absolument silencieuse. Les résidents, les infirmières même, docteur Leclerc, restaient là figés. Ils avaient été témoins d'un état d'exécution, une résurrection. Marthe s'appuya contre le poteau de la tente, ses jambes cédant sous elle. Elle pleurait, mais cette fois, ce n'était pas de honte. Les mains d'Aline commencèrent à trembler, l'adrénaline s'évaporant, la ramenant à ses 17 ans. La certitude crispée de ses mains avait disparu. Elle regarda le patient maintenant, respirant à travers la canule nasale. Elle regarda les moniteurs qui affichaient un rythme cardiaque stable, bien que faible. Puis elle tourna les yeux vers Dr Leclerc. Son visage était un tourbillon d'émotions contradictoires. Il y avait du choc.
Il y avait de la confusion. Mais sous tout cela, il y avait une rage profonde, froide et profonde. Il n'avait pas seulement eu tort. Il avait été humilié. Il avait été ridiculisé par une fille de 17 ans, en uniforme de femme de ménage. Dr Evelyn Dubois passa devant la civière. Elle se tint directement devant Aline. Elle regarda les mains tremblantes de la jeune fille. Elle plongea son regard dans ses yeux acérés et intelligents. Sa voix était calme, portant un nouveau respect. « Qui êtes-vous » demanda Dr Dubois. Avant qu'Aline puisse répondre, Dr Leclerc retrouva sa voix. Ce n'était plus un rugissement sarcastique. C'était calme, mortel. « Sortez-la d'ici. »« Robert, sois raisonnable, » commença Dr Dubois. « J'ai dit, sortez-la, » répéta Leclerc. « Elle n'est pas du personnel. Elle n'est pas certifiée. Elle a agressé un patient avec un défibrillateur et administré des médicaments non autorisés. » Sécurité. 2 hommes en uniforme de sécurité qui observèrent depuis la porte de la tente s'avancèrent. « Elle a sauvé sa vie », protesta un jeune résident. « Elle a eu de la chance », cracha Leclerc. « Elle pratique la médecine vaudou, et cette fois-ci, ça ne l'a pas tuée. Nous n'avons aucune idée des dommages à long terme qu'elle vient de causer. Sortez-la de ma tente. » Les gardes semblaient hésiter. Aline dit Marthe se précipitant sur ses pieds. « Partons, s'il vous plaît. Partons tout de suite. » Elle attrapa le bras de sa fille. Aline ne résista pas cette fois-ci. Elle la laissa la tirer. Elle était trop fatiguée pour se battre. Alors que les gardes les escortèrent vers la porte de sortie, Aline se retourna une dernière fois. Le patient était assis en train de respirer. Dr Dubois la regardait s'éloigner, son expression pleine de curiosité intense et calculatrice. Et Dr Leclerc la fixait ses yeux promettant un règlement de compte lorsque la porte de la tente se ferma derrière elle, les coupant du monde de la médecine et de la lumière. Marthe la serra violemment dans ses bras. « Oh Aline, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je l'ai sauvée, maman !» chuchota Aline contre l'épaule de sa mère. « Je sais, » pleura Marthe. « Je sais, mais que vont-ils nous faire ?» La lourde porte en toile de la tente médicale se ferma bruyamment derrière elle. Le bruit était net, définitif. C'était comme être expulsé d'un monde lumineux et bruyant pour entrer dans un monde vert silencieux. La soirée humide des Pyrénées s'installait. Les grillons commençaient à chanter. Les sons du camp médical, le bourdonnement du générateur, les voix lointaines et étouffées commençaient déjà à s'éteindre à mesure que les 2 gardes les emmenaient vers la périphérie du camp. Les gardes n'étaient pas cruels. Ils semblaient embarrassés. « Madame, nous sommes désolés », dit l'un d'eux à Marthe. Le superviseur a dit « Prenez vos affaires du vestiaire. Votre paiement pour la semaine est dans cette enveloppe. » La main de Marthe rouge et gercée se tendit pour prendre la petite enveloppe blanche. Elle était mince. « Alors, on est renvoyé ?» demanda Marthe. « Ce n'était pas une question. J'en ai bien peur, madame. C'est l'ordre de Dr Leclerc. Il a dit « Vous ne devez pas être sur le site. » Marthe hocha la tête, sa dignité étant un bouclier mince et fragile. « Je comprends. Merci. » Elle tourna les talons, sans regarder sa fille, et commença la longue marche, le long du chemin de terre, qui menait à leur petite cabane, située 2 kilomètres plus bas. Aline marcha à ses côtés. Pendant 10 minutes, le seul bruit était le crissement de leurs pas sur le gravier et les respirations tremblantes de Marthe. La honte d'avoir été renvoyée par Dr Leclerc avait été remplacée par une terreur froide et engourdissante. « Il va nous détruire, Abby », murmura Marthe enfin. Sa voix était brisée. « C'est un homme important d'une grande ville. Il va dire à tout le monde qu'on est des fauteurs de troubles. Personne ne m'embauchera même pas pour nettoyer au dîner. » Il avait tort, dit Aline. Sa voix était plate. L'adrénaline s'était évaporée, laissant place à une profonde fatigue vide.
Ce qui est juste ou faux n'a pas d'importance pour des gens comme nous. Marthe s'arrêta soudainement, se tournant vers sa fille, son visage pâle dans la lumière du crépuscule. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu es tellement intelligente, mais tu ne vois pas ce que tu as fait. Tu l'as humilié. Les hommes comme lui, ils n'oublient pas. Ils ne pardonnent pas. Tu l'as ridiculisé devant les siens. » « C'était un imbécile, » dit Aline, une étincelle de la flamme qu'elle avait avant revenant dans sa voix. Il était en train de tuer cet homme. J'ai écouté les bruits dans sa poitrine pendant que je nettoyais la civière. Il y avait des crépitements à la base, mais son ECG montrait une élévation de ST. Son dossier disait qu'il avait des antécédents d'hypertension. Tous les signes étaient là. Leclerc n'a même pas regardé. Il a juste donné des ordres. Marthe la regarda. « Écoute, comment as-tu fait ça? » « Je n'ai pas utilisé de stéthoscope, » répondit Aline. « On n'en a pas toujours besoin. Ma grand-mère Florence a écrit qu'on peut entendre un œdème pulmonaire rien qu'en les écoutant respirer. C'est un son humide, un râle. La pneumonie est un son sec, un son tendu. Lui, il était humide, et Leclerc le remplissait encore de plus de liquide. » Marthe secoua la tête, sa peur momentanément éclipsée par une frustration familière. « Ce livre, Aline, tu vis dans ce livre. Ce n'est pas 1944. Ce n'est pas la guerre. Tu ne peux pas simplement faire ce que tu as fait. Tu n'es pas médecin, tu es une enfant. » « Il m'a dit de le faire, » répondit Aline, la voix plus basse. « Il t'a dit de guérir cet homme, il a dit. Il se moquait de nous. » La défiance dans sa voix se brisa, et pour la première fois, la jeune fille de 17 ans réapparut. Une larme traça un chemin propre à travers la saleté sur sa joue. « Il t'a fait pleurer, maman. » La colère de Marthe se dissipa. Elle serra sa fille dans ses bras, là sur le chemin sombre et désert. « Oh, ma chérie, » murmura-t-elle en caressant ses cheveux blonds. « Ma fille intelligente, courageuse mais folle. Oui, il m'a fait pleurer. Mais j'ai peur pour toi. Qu'est-ce qui l'empêche d'appeler la police? » Il a dit « Tu as agressé cet homme. » Aline se redressa ses yeux, devenant plus clairs. « Il ne le fera pas. Comment sais-tu ça? Parce que s'il appelle la police, il devra rédiger un rapport. Et s'il fait ça, il devra admettre que le patient est vivant. Il devra admettre que mon traitement a fonctionné et que le sien n'a pas. Les hommes comme lui, dit-elle, reprenant les mots de sa mère, ne peuvent jamais admettre qu'ils ont eu tort. Il ne va pas appeler la police. Il va juste s'assurer que nous disparaissons. » Marthe regarda sa fille, une étrangère qu'elle avait élevée. « Depuis quand es-tu devenue aussi adulte? »« J'ai juste fait attention, maman, » chuchota Aline. Dans la tente de triage, l'atmosphère était lourde. Le patient, M. Henderson, était maintenant assis. Il respirait facilement. Le bruit terrifiant avait disparu. L'infirmière qui avait administré les médicaments vérifia sa tension artérielle. « Elle est à 130 sur 85, » annonça-t-elle la voix pleine d'émerveillement. « Elle est stable. Sa saturation est de 96% avec la canule nasale. Ses poumons sont dégagés. Je n'arrive pas à y croire. » Le docteur Leclerc se tenait près de l'évier, enlevant ses gants. Son dos était rigide. « Elle avait raison, » dit à voix haute le jeune résident, celui qui avait fait les compressions. Il ne pouvait s'empêcher de parler. C'était un œdème pulmonaire aigu, un événement cardiaque pas respiratoire. Elle a posé le bon diagnostic en 30 secondes. Elle a eu de la chance, cracha Leclerc. Elle a acheté une pharmacie sur lui et l'un des médicaments a agi. C'était une démonstration imprudente et idiote. Et je ne permettrai pas qu'on en parle. Robert dit Dr. Evelyne Dubois en l'observant. Elle s'avança ses lunettes tombant légèrement sur son nez. Un mot. Dehors. Elle n'attendit pas de réponse. Elle poussa la porte de la tente. Pendant un moment,
Leclerc ne bougea pas. Toute l'équipe l'observait. Lentement, délibérément, il s'essuya les mains et la suivit. Dehors, l'air était plus frais. Docteur Dubois se tenait les bras croisés. C'était, dit-elle, la démonstration la plus dégradante d'arrogance que j'ai jamais vue. Et je m'inclus dans cela pour avoir laissé cela durer aussi longtemps. Evelyne, tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits. Elle le coupa. Ton ego. Robert, ta fierté. Tu étais tellement convaincu de ton propre diagnostic que tu as ignoré le patient. Tu as ignoré les symptômes. Tu as vu des fluides dans les poumons et tu as arrêté de réfléchir. Tu allais laisser cet homme mourir tant que tu suivais ton propre protocole. Et ce qu'elle a fait était mieux. Leclerc répliqua. Non stérile, non certifiée. C'est une enfant, la fille d'une femme de ménage. Et si elle avait eu tort? Et si le chlorure de calcium l'avait envoyée dans une arythmie irréversible? C'est ma licence qui est en jeu. La mienne. Elle n'a pas eu tort, dit docteur Dubois simplement. C'est ce qui te ronge, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'elle ait été imprudente, c'est qu'elle avait raison. Son diagnostic était plus astucieux, son traitement plus efficace que celui du chef de chirurgie de toute la fondation Albright. Le visage de Leclerc devint blanc. Je l'ai fait renvoyer, elle et sa mère. Docteur Evelyne Dubois le regarda, et son expression n'était pas celle de la colère. C'était celle de la pitié. « Tu as fait ça, dit-elle, parce que tu es un tyran. Mais plus que cela, tu l'as fait parce que tu es un lâche. Tu as peur d'elle. Tu as peur d'une jeune fille de 17 ans sans formation. Je n'ai pas peur, si tu as peur de ce qu'elle représente. Que toutes tes années, tous tes titres, toute ta prestige puissent être effacés par quelqu'un avec des yeux clairs et un cerveau qui fonctionne. Tu as fait une blague, Robert. Tu as dit à une femme de ménage de guérir un homme mourant et sa fille l'a fait. Maintenant, tu dois vivre avec ça. » Elle tourna les talons et commença à s'éloigner. « Je vais rédiger un rapport, Evelyne. » Il l'appela après elle. « Je vais faire inscrire ses références sur liste noire si elle en a. » Docteur, Dubois s'arrêta. Elle se retourna, un sourire triste sur son visage. « Fais ça, Robert. Tu rédiges ton rapport et moi, j'écrirai le mien. » Elle le laissa là seul dans l'obscurité. Leur cabane était petite, juste 3 pièces mais impeccable. Marthe était assise à la petite table de cuisine, la tête dans ses mains. L'enveloppe avec l'argent était sur la table. Ce n'était pas assez pour payer le loyer. Aline l'ignora. Elle se dirigea vers sa petite chambre. Sous son lit, elle sortit une boîte en bois usé. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait qu'une chose, un carnet en cuir. Sa couverture était lissée. Le papier à l'intérieur était jauni et fragile. Le dos était marqué du petit caducée médical. Et le nom de Florence A. Albright. Albright, murmura Aline pour elle-même. Le même nom que la fondation qui vient de nous renvoyer. Elle s'était toujours demandé. On lui avait dit que sa grand-mère était une parente lointaine et pauvre de la célèbre famille médicale. Un mouton noir. Elle apporta le carnet à la table de cuisine. Marthe leva les yeux, ses yeux rouges. « Pas ce livre, Abby. S'il te plaît, je n'ai pas la force pour tes histoires ce soir. » « Ce n'est pas une histoire, » répondit Aline. Elle l'ouvrit à une page marquée par un ruban rouge fané. Son doigt suivit l'écriture élégante et nette. Août 1944, hôpital de campagne Saint-Lô. Aline lut à haute voix. Sa voix était calme. Le patient se présente avec une dyspnée sévère, une mousse à la bouche et une cyanose. Le chirurgien de campagne a immédiatement diagnostiqué une exposition au gaz moutarde. Il avait tort. Elle regarda sa mère. Les veines de l'homme étaient comme des cordes. Son cœur était en train de lâcher. Je l'appelle se noyer de l'intérieur.
Le chirurgien essayait de vider ses poumons, mais je savais que nous devions drainer son corps. Je lui ai donné une teinture concentrée de digital pour renforcer son cœur et un diurétique grossier que j'avais fabriqué à partir de prêles. Le chirurgien m'a traité de sorcière, mais le patient a survécu. Aline ferma le livre. Elle l'a vu maman encore, et elle l'a écrit. Quoi regarder? Que faire? Je n'ai pas deviné. Je savais. Je lis ce livre chaque soir depuis 5 ans. Je le connais par cœur. Je la connais. Marthe regarda le livre, puis le visage sincère et intelligent de sa fille. La peur était toujours présente, mais une nouvelle émotion commençait à s'y glisser. Oh, ta grand-mère. Elle était une légende. Ma grand-mère disait toujours qu'elle était la femme la plus intelligente que n'importe qui dans notre lignée ait jamais connue et la plus courageuse. Elle a sauvé des centaines d'hommes, et ils l'ont renvoyée du corps des infirmières de l'armée. Aline dit doucement, pour insubordination et pratique de la médecine sans autorisation. Tout comme Dr Leclerc, la comparaison flottait dans l'air entre elles. Un coup sec frappant à la porte de la cabane fit sursauter les deux femmes. Le visage de Marthe devint blanc. « C'est lui, c'est la police. Je te l'avais dit. » « Non, dit Aline, ce n'est pas ça. » Elle se dirigea vers la porte. Sa mère siffla. « Aline, ne fais pas ça. » Aline ouvrit la porte. Sur leur petit porche sombre se tenait Dr Evelyne Dubois. Elle tenait une lampe de poche et semblait fatiguée. Elle regarda Aline, puis se tourna vers Marthe. « Madame Marthe, je m'appelle Dr Dubois. J'étais dans la tente. » Marthe se leva, se tordant les mains. « Madame ma fille. » Elle ne voulait faire de mal à personne. Les yeux de Dr Dubois se tournèrent vers Aline, puis se posèrent sur la table. Elle aperçut le carnet ouvert. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en lisant le nom inscrit sur la couverture. « Florence A. Albright. Bon Dieu !» souffla Dr Dubois. Elle regarda à nouveau Aline, son regard n'étant plus simplement curieux, mais perçant, comme si elle venait soudainement de comprendre. « J'ai besoin de... » dit Dr Dubois en s'adressant à Aline. « Installe-toi, et toi, jeune fille, tu vas tout me raconter. » Marthe, les mains tremblantes, chercha un mug dans le placard. « Du thé? On a juste du thé. Le thé serait merveilleux. » « Merci, Marthe, » répondit Dr Dubois, sa voix douce. Elle décrocha un sac en cuir usé de son épaule et le posa au sol. Elle ne s'assit pas à la table. Elle s'agenouilla plutôt sur le sol en bois rugueux devant le carnet ouvert. Aline la regardait le cœur battant. Marthe, se déplaçant comme un fantôme, mit une bouilloire d'eau sur le petit réchaud. Dr Dubois regarda le carnet, puis Aline avant de revenir au carnet. Florence A. Albright. Puis Aline hocha la tête. Les doigts de Dr Dubois longs et habitués effleurèrent la page jaunie avec le soin d'un diagnosticien. Elle ne faisait pas que lire les mots. Elle évaluait l'artefact. Elle aperçut les notes dans les marges écrites avec un stylo différent, plus moderne. L'écriture d'Aline. Des questions, des observations, des références croisées avec d'autres pages. Ma grand-mère, dit Aline, sa voix à peine un murmure. Je sais, répondit Dr Dubois. Elle finit par s'asseoir sur la chaise qu'Aline avait tirée pour elle. Je sais qui elle était, ou plutôt, je connais la légende. Marthe apporta 2 mugs dépareillés et une sachet de thé pour Dr Dubois. Légende, madame, répondit Dr Dubois, en enroulant ses mains autour du mug chaud. Florence Albright, dit-elle, les yeux lointains, était la sœur de Harrison Albright, l'homme qui a fondé la fondation, l'homme dont le nom figure sur nos tentes, nos chèques de paie, notre matériel. Marthe poussa un cri étouffé. On nous avait dit qu'on était une branche éloignée, une pauvre parente. Vous l'êtes, répondit Dr Dubois avec un sourire sinistre. Vous êtes la vraie branche.
Harrison était un homme d'affaires. Florence était le génie. L'histoire raconte que Harrison a construit sa fortune initiale grâce à un brevet pour un nouveau type de kit de transfusion sanguine de campagne. Un brevet, dit-elle en tapotant le carnet sur lequel je parierais qu'il était entièrement basé sur son travail. Ses innovations sur le champ de bataille. Aline baissa les yeux vers le livre. Page 94. Un meilleur système pour le sang. Les bouteilles en verre se cassent. Nous avons besoin de sacs stériles et pliables. Le sourire de Dr Dubois s'effaça. Il a fait des millions. Florence, selon l'histoire, a refusé de prendre un centime. Elle appelait cela de l'argent sanglant. Elle disait qu'il avait commercialisé un outil destiné à sauver des vies, pas à construire des manoirs. Elle a continué à travailler dans des hôpitaux de campagne et des cliniques rurales. Elle est morte sans rien. Harrison Albright, dans sa vieillesse, ressentit un sursaut de culpabilité. Il a fondé la fondation Albright pour apporter la médecine au monde en utilisant l'argent qu'il avait volé à sa sœur pour ce faire. Elle était le mouton noir Marthe parce qu'elle était la seule à avoir de l'intégrité. Dr Dubois prit une gorgée de thé. « Et toi ?» Elle se tourna vers Aline, son regard acéré. « Tu es sa descendante directe. Et tu as son livre. » « Elle a toujours été intelligente. »« Docteur, » dit Marthe, la voix tremblante. « Trop intelligente. Elle lit tout le temps. Elle n'a pas d'amis. »« Que ça ?» Elle pointa le carnet. « J'ai essayé de la faire lire autre chose, des romans, des livres d'école, mais c'était toujours ça. »« Pourquoi ?» demanda Dr Dubois directement à Aline. « Ce n'est pas juste un livre, c'est un manuel pour toi. » Quoi, Aline fixa ses mains, parce que personne d'autre n'écoutait. « Écoutez quoi? »« Écoutez ce qui ne va pas, » répondit Aline, une passion soudaine dans la voix. « Je le vois tout le temps. Les petites choses. La façon dont Madame Gable à la poste respire. Elle retient sa respiration quand elle tamponne les lettres. Ses chevilles sont enflées. Son docteur dit que c'est à cause de son poids, mais je vois le léger tremblement de sa main gauche. Je pense qu'elle a Parkinson, mais personne ne vérifie. » Elle regarda Dr Dubois, ses yeux bleus acérés et désespérés. « Ou M. Henderson sur la civière. » Dr Leclerc regarda le moniteur. Je regardais le patient. Le moniteur ne fait que vous dire ce qui se passe. Le patient vous dit pourquoi. Sa peau était moite, mais sa fièvre était basse. Ce n'est pas une infection, c'est un choc. Son corps était en train de s'arrêter. Tous les signes étaient là. Dr Leclerc n'a tout simplement pas regardé. Il essayait de traiter un chiffre sur un écran. Dr Dubois était immobile. Elle fixait Aline comme si c'était d'une nouvelle espèce non classifiée. Aline dit Dr Dubois, sa voix très basse. « Tu sais ce que tu as fait ce soir? » Aline sursauta. « Je l'ai sauvé. »« Oui, tu l'as fait, » acquiesça Dr Dubois. « Tu as aussi, aux yeux de la loi et de l'Association médicale française, commis plusieurs délits pratiqués la médecine, sans licence agression, avec un dispositif médical, administration de substances contrôlées. » Dr Leclerc n'est pas qu'un enfant en colère. Il a raison. D'un point de vue juridique, Marthe s'assit lourdement. Je le savais. Il est en train de rédiger un rapport d'incident dans la tente principale, poursuivit Dr Dubois. Il va recommander que le procureur local porte plainte contre toi. Il est en train de monter un dossier où tu es un danger, un électron libre, et il a dû renvoyer ta mère pour protéger le camp de toute responsabilité. Mais toi, balbutia Marthe, tu es médecin. Tu l'as vu, tu peux leur dire. Je peux dire, Dr Dubois. Je peux déposer un rapport dissident. Je peux déclarer que selon mon avis médical, l'intervention de ta fille a directement permis de sauver la vie du patient. Cela deviendra mon mot contre celui de Dr Leclerc. Qui vont-ils croire? Aline demanda. Dr Dubois fit un petit sourire triste.
Il est le directeur de la fondation, un chirurgien de renommée mondiale et un homme. Je suis une diagnosticienne. Et toi? Tu es une fille de 17 ans avec un livre de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un combat équitable. Le visage d'Aline se durcit. Donc, tu ne vas pas nous aider? Je n'ai pas dit ça, répondit Dr Dubois en se penchant en avant. J'ai un cas complexe. Un patient que je consulte à Marseille. Un jeune homme de 30 ans. Il est allé voir 8 spécialistes. Il est en train de mourir. Nous ne savons pas pourquoi. Nous sommes tous, comme tu le dis, en train de traiter les chiffres sur l'écran. Elle sortit un gros dossier manille de son sac. Elle le posa sur la table sur le carnet. Je vais finir mon thé. Je vais retourner au camp. C'est à 2 kilomètres à pied. Disons 1 heure. Aline fixa simplement le dossier. Qu'est-ce que c'est? C'est son dossier. Dr Dubois dit, graphiques analyse de sang, bande de l'ECG, rapport de l'IRM, tout. 8 spécialistes ont examiné cela. Aline, 8 esprits de classe mondiale. Et nous sommes tous déconcertés. Elle se leva et déposa son mug dans l'évier. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas étudiante. Tu es comme l'a si cruellement fait remarquer Dr Leclerc de l'Aide. Mais ce que j'ai vu, je l'ai vu. Et je suis une scientifique avant d'être une collègue. Et je ne peux pas ignorer de nouvelles données. Elle se dirigea vers la porte. Je vais rédiger mon rapport ce soir, dit Dr Dubois. Ce que j'y écrirai dépend de ce que je trouverai lorsque je reviendrai dans 1 heure. Marthe regarda le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe. Docteur, attendez. Que lui demandez-vous de faire? Ce n'est pas juste. Vous l'utilisez. Dr Dubois se tourna la main sur la poignée de la porte. Ses yeux pleins de bienveillance étaient maintenant aussi durs que de l'acier. Oui, Marthe, je l'utilise, parce que Robert Leclerc n'est pas qu'un tyran. C'est un mauvais médecin. Il est arrogant, il est paresseux, et il coupe les coins, et son ego va tuer des gens. Je ne peux pas me battre contre lui sur le terrain de la politique. Je ne peux pas me battre contre lui sur la politique de l'hôpital. Il gagne toujours. Elle regarda Aline. Mais je peux me battre contre lui avec des résultats. Cet homme dans l'attente. Monsieur Henderson, c'était un résultat. Donne-moi un autre. Donne-moi quelque chose que je puisse utiliser. Donne-moi du levier. Montre-moi que ce soir n'était pas un coup de chance. Montre-moi que tu es l'héritière de ta grand-mère. Elle ouvrit la porte et sortit dans l'obscurité. 1 heure, Aline. La porte se referma dans un cliquetis. Aline et Marthe étaient des seuls. Le seul son était celui de l'horloge qui tic-taquait sur le mur et du bourdonnement lointain du générateur du camp d'où elles avaient été bannies. Marthe regarda le gros dossier. Abby ne le fait pas. C'est un piège. Elle est comme lui. Non, elle ne l'est pas, répondit Aline. Elle tira le dossier vers elle. Ses mains étaient maintenant stables. Elle est intelligente, elle est désespérée. Et elle m'a donné une chance. Une chance. Une chance de quoi? D'aller en prison. Une chance de prouver que je ne suis pas folle, dit Aline. Elle ouvrit le dossier. La première page était un résumé. Patient, Jacques Pop, 32 ans. Plainte principale. Faiblesse musculaire. Progressive, syncope épisodique. Évanouissement et fièvre persistante inexpliquée. Aline rapprocha le carnet. Elle tourna vers l'arrière, où Florence avait créé un index croisé des symptômes. Fièvre persistante. Faiblesse générale. Maman, dit Aline, ses yeux scrutant déjà la première page des analyses de sang. J'ai besoin que tu sois silencieuse et que tu me donnes plus de lumière. Marthe regarda sa fille. L'enfant qui avait pleuré sur le chemin avait disparu. La fille renvoyée était partie. À sa place se tenait une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le visage de sa fille était figé dans une concentration absolue et terrifiante.
Elle ne se contentait plus de lire. Elle chassait. Marthe alluma les 2 lampes à pétrole qu'elle possédait et les plaça sur la table. Elle s'assit les mains jointes et commença à prier. Pendant ce temps, dans le camp, Dr Leclerc marchait dans la tente administrative. Un jeune auxiliaire juridique nerveux de la Fondation était assis à un ordinateur portable. Et en résumé, Leclerc dicta « Les actions non autorisées et imprudentes de la mineure Aline et de sa mère Marthe qui a facilité la violation représentent un risque de responsabilité pour la Fondation. J'ai été forcé de les retirer des lieux pour assurer la sécurité de nos patients et l'intégrité de notre mission. C'est très clair, docteur, dit l'auxiliaire. Il faut que ce rapport soit envoyé à la direction et qu'une copie soit envoyée aux gendarmeries locales dès demain matin, dit Leclerc, en s'arrêtant de faire les 100 pas. Le shérif, monsieur, allez-vous porter plainte? Je m'assure que la Fondation soit protégée. Si cet homme, dit-il, en montrant de l'index vers la tente de triage, développe des complications n'importe lesquelles, à cause du cocktail ridicule de médicaments que cette fille a administré, je ne veux pas que cela me retombe dessus. Ce rapport établit une chronologie. Il prouve que j'étais en contrôle et que j'ai pris des mesures décisives, immédiatement, pour éliminer la menace. Et le rapport du docteur Dubois, monsieur le visage de Leclerc, se ferma. Docteur Dubois est émotive. Elle a été secouée. Son rapport reflètera son opinion, mais c'est ma signature qui est sur la charte de mission. Mon rapport est celui qui compte. Il sentit une vibration dans sa poche, son téléphone satellite. Il le sortit et regarda l'écran. C'était un message de son bureau à Paris. Henderson est réveillé. Il demande la fille qui l'a sauvée. Sa famille est en route. Il possède la moitié du département. Le sang de Leclerc se glaça. Il avait supposé que le patient était un local, un inconnu. Il regarda l'auxiliaire. « Attendez avant d'envoyer ça au shérif. Laissez-moi le revoir une dernière fois. » Il sortit de la tente, l'esprit en ébullition. Ce n'était plus simplement une affaire de renvoyer une femme de ménage. C'était maintenant une question d'image. L'horloge au mur tic-taquait. Chaque son était un coup de marteau dans la petite cabine silencieuse. Aline ne lisait pas le dossier page par page. Ses yeux parcouraient les rapports, non pas comme si elle lisait, mais comme si elle cherchait. Elle était un prédateur à la recherche d'un indice précis. Marthe la regardait, sa peur se transformant en une étrange admiration sans souffle. Sa fille ne faisait pas que lire. Elle croisait les références. Elle parcourait un panneau sanguin, puis retournait vers l'arrière du carnet de sa grand-mère. Elle lisait une note d'entrée d'infirmière, puis passait à une page marquée « Fièvre inexpliquée ». « Ici », murmura Aline. Elle pointa une ligne sur les analyses de sang. « Éosinophile, 15%. »« C'est mauvais », demanda Marthe. « Ce n'est pas mauvais », murmura Aline. « C'est élevé, très élevé. La plage normale est de 1 à 4. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le corps est en train de se battre. Les médecins ici, dit-elle en tapotant le dossier, pensent que c'est un parasite. Ils lui ont fait des tests pour la toxocarose. Tout était négatif. Ils ont fait des tests pour des réactions allergiques. Tout est négatif. Ils sont perdus. Ils sont juste perdus. Aline ferma les yeux. Ce n'était pas juste de la réflexion. Elle essayait de voir le patient. Un homme de 32 ans, s'évanouissant faiblesse musculaire, fièvre et un sang qui hurlait qu'il y avait une invasion. « Il cherche quelque chose de vivant », dit Aline. « Une bactérie, un virus, un ver. Et si ce n'était pas vivant ?» Elle tourna à une section du carnet de Florence qu'elle avait lu une 12aine de fois. C'était une section sur les environnements de guerre. Les hommes dans la grange luttaient à haute voix. Marthe écoutait fascinée. « Nous avons mis 12 hommes dans une vieille grange près d'Oman. En 3 jours, 5 sont tombés malades. Pas à cause des blessures, mais à cause d'une maladie de l'air fièvre tout.
si profonde qu'elle secouait les côtes et une faiblesse profonde. 2 des hommes avaient le cœur qui battait comme un oiseau pris au piège syncope. Le chirurgien a dit que c'était la fièvre des tranchées. Il avait tort. C'était le foin. Il était plein de moisissures. J'ai déplacé les hommes dans une tente sèche. Je leur ai donné du whisky et de l'aspirine, tout ce que j'avais. Ils se sont rétablis. Ceux qui sont restés leurs poumons sont devenus pierres. J'ai déjà vu cela chez des fermiers, chez des hommes qui travaillent dans des silos. Ce n'est pas une infection, c'est la poussière. La maladie de la poussière. Le corps se bat contre un fantôme. Les yeux d'Aline s'ouvrirent en grand. Elle déchira le dossier, passa les analyses de sang, les IRM, jusqu'à ce qu'elle trouve l'historique initial du patient, un document de 6 pages. Les autres médecins l'avaient survolé. Elle le lut. Patient, Jacques Pope. Occupation, architecte. C'était ce que les spécialistes avaient vu, mais Aline continua de lire. La main d'Aline tremblait. Elle attrapa un crayon. « Ce n'est pas un verre maman », dit-elle sa voix électrique. « C'est la maison. » Il respire des spores fongiques, des milliards provenant des murs moisis, du vieux plâtre du bois pourri. C'est la maladie du poumon du fermier ou la maladie des travailleurs de silo. Ils ont un nom moderne pour ça. Elle griffonna sur une feuille de papier vierge. Pneumonite hypersensible chronique. Il n'est pas infecté, dit-elle en écrivant rapidement. Il a une réaction inflammatoire systémique massive. Son corps pense qu'il est envahi, donc il s'attaque à lui-même. La fièvre vient de l'inflammation. La faiblesse vient du fait que ses poumons ne reçoivent pas assez d'air. La syncope, le malaise, c'est parce que l'inflammation met tellement de pression sur son cœur qu'il ne peut pas battre correctement. Les éosinophiles sont élevés parce que c'est une réponse allergique, pas parasitaire. Elle s'arrêta d'écrire. Ils lui donnent des antibiotiques. Ils essaient de tuer un germe qui n'existe pas. Tout ce qu'ils font, c'est détruire ses intestins. Ils ne stoppera pas ce qui le tue. Quoi qu'est-ce qui arrête ça, murmura Marthe. Tu arrêtes le pourquoi. Tu le sors de la maison et tu arrêtes l'inflammation. Elle écrivit 2 mots au bas de la page. Prednisone. Elle regarda l'horloge. 48 minutes s'étaient écoulées. Il est en train de mourir, dit Aline, parce que 8 spécialistes regardent son sang et non sa vie. Comme si elle avait été invoquée, un coup frappait à la porte. Marthe l'ouvrit. Docteur Dubois se tenait sur le perron, son visage impénétrable dans l'obscurité. Ton heure est écoulée. Aline se leva. Elle marcha jusqu'à la porte et tendit la feuille de papier. Tiens, dit-elle. Docteur Dubois prit le papier. Elle éclata la lumière de sa lampe de poche dessus. Elle le lut 1 fois, puis une seconde fois. Son visage qui avait été tendu de scepticisme se détendit lentement. Elle regarda le papier, le dossier sur la table, puis le carnet ouvert. Poumon de fermier, dit-elle. À cause de la rénovation? Oui, dit Aline. Les éosinophiles, ce n'est pas un parasite. C'est une réponse immunitaire au sport. Oui. Et tu recommandes des stéroïdes à forte dose. Immédiatement, dit Aline. Et un test de la qualité de l'air de la ferme. Il respire de l'aspergillis ou des stachybotrys. Il se noie dedans. Docteur Dubois regarda la jeune fille de 17 ans. Elle ne vit ni fierté, ni arrogance, juste de la certitude. « Comment ?» murmura Docteur Dubois. « Tu savais ?» Aline se contenta de tapoter le carnet en cuir. Ma grand-mère le savait. Elle l'a vu dans une grange en France en 1944. Docteur Dubois resta silencieuse un long moment lourd. Elle plia la feuille de papier et la mit dans la poche de son manteau. « Ferme cette porte. » Marthe ordonna à Docteur Dubois. « Ne l'ouvre à personne. Pas à la police, pas aux gardes, surtout pas à Docteur Leclerc. » «
Tu me comprends? Marthe hocha la tête, les yeux écarquillés. Docteur Dubois regarda Aline. Ce que tu as fait ce soir? Ça a peut-être commencé une guerre, mon enfant. Ou ça en a peut-être mis fin. Je ne sais pas lequel. Elle se tourna et disparut dans la nuit, marchant rapidement son faisceau de lampes, découpant l'obscurité. La tente administrative était éclairée. Docteur Leclerc versait sa 4e tasse de café. L'auxiliaire juridique tapait sur son ordinateur, son visage pâle. « Relisons la section sur la responsabilité », dit Leclerc, sa voix tendue. Il cherchait à gagner du temps. Le texte concernant la famille Henderson l'avait terrifié. La porte de la tente s'ouvrit brutalement. Docteur Dubois entra le visage comme un orage. « Evelyne, dit Leclerc en forçant un sourire. Je clarifiais juste mon rapport. Il faut protéger la fondation, bien sûr, mais je ne suis pas là pour Henderson Robert, répondit Docteur Dubois. Tu n'es pas, il était perplexe. Je suis là pour Jacques Pope, la consultation de Marseille. Les sourcils de Leclerc se froncèrent. L'échec multisystémique. Que se passe-t-il avec lui, docteur? Dubois lança la note d'Aline sur la table. J'ai une nouvelle consultation de la fille que tu viens de renvoyer. Leclerc la prit. Il la lut. Un regard d'incrédulité traversa son visage suivi d'un rire sec et moqueur. Poumon de fermier. Es-tu folle? Nous avons effectué un bilan pulmonaire complet. Ses poumons sont clairs. C'est absurde. Ses poumons ne sont pas clairs, dit Dr Dubois, sa voix basse et menaçante. Ils sont systématiquement enflammés. Vous ne l'avez pas vu sur la radiographie car ce n'est pas une masse bactérienne. C'est une inflammation de tout le tissu. Vous avez vu un nombre élevé d'éosinophiles et vous êtes parti en safari. Vous n'avez jamais considéré l'environnement. Il rénove une maison vieille de 150 ans. Il respire de la moisissure. Le sourire de Leclerc s'effaça. Il connaissait le cas. Il savait que le taux élevé d'éosinophiles avait été trouvé. Il savait qu'il n'avait pas trouvé de parasite. Il était tout aussi perdu que les autres. C'est une supposition, Evelyne. Un coup de chance. C'est le seul diagnostic qui correspond à tous les symptômes, répliqua-t-elle. La fièvre, la faiblesse, la syncope, les analyses de sang. Cela explique tout et cela vient avec une solution testable. Elle sortit son téléphone satellite. « Que fais-tu » demanda Leclerc, une nouvelle crainte, s'emparant de sa voix. « Je vais appeler Dr Michaels à Marseille. Je vais lui dire de lui donner 60 mg de prednisolone ce soir. » « Tu ne peux pas. » Leclerc se pencha en avant. « Tu agis sur les conseils d'une enfant non éduquée. Si tu te trompes, s'il a une infection fongique et que tu lui donnes des stéroïdes, tu vas supprimer son système immunitaire et le tuer. Tu seras ruinée, Evelyne, et tu entraîneras cette fondation dans ta chute. » Et si elle a raison, dit Dr Dubois sans vaciller, un homme qui est en train de mourir depuis 6 mois respirera librement dès demain matin. Un homme que toute ton équipe de spécialistes a abandonné. Je suis prête à parier ma carrière là-dessus. Et toi? Elle commença à composer le numéro. Leclerc la regarda, son visage devenu livide. Il était un joueur de poker qui venait de voir son adversaire faire tapis. Il regarda l'auxiliaire juridique qui le regardait les yeux écarquillés. Il regarda le rapport à l'écran, celui qui ruinerait une fille de 17 ans. Il regarda Dr Dubois qui attendait calmement que son appel se connecte. Evelyne attend. Sa voix était rauque. Elle s'arrêta de composer. « Ne fais pas cet appel. Pourquoi pas, Robert, c'est une situation complexe. Nous avons besoin d'un consensus. » « J'ai un consensus, » répondit Dr Dubois. « C'est entre moi, une fille de 17 ans, et le carnet de sa grand-mère. C'est la seule équipe médicale qui a eu raison toute la journée. » Leclerc s'effondra dans son fauteuil. Il était totalement vaincu. Il avait été manœuvré, diagnostiqué à l'envers surpassé. Il n'avait aucun levier. Elle avait tout. « Que veux-tu » murmura-t-il.
L'auxiliaire s'arrêta de taper. D'abord dit, « Docteur Dubois, tu vas supprimer ce rapport. » Le clerc regarda l'écran, son dossier entier, sa protection, sa fierté. Sa main se déplaça vers la souris. Il surligna le texte et appuya sur la touche supprimer. Ensuite, continua Dr Dubois, tu présenteras des excuses formelles complètes à Marthe et Aline et tu les réembaucheras avec un remboursement des salaires pour l'humiliation. Le clerc hocha la tête, les yeux fermés. Troisièmement, M. Henderson est réveillé. Sa famille est en route. Je suis sûr que tu sais qui ils sont. Tu vas aller à son chevet et tu vas leur dire à lui, à sa femme, à ses fils la vérité. Les yeux de Leclerc s'ouvrirent brusquement. La vérité, c'est que tu l'as mal diagnostiqué, que tu as failli le tuer et que sa vie a été sauvée grâce à l'intelligence diagnostique d'une jeune fille nommée Aline, la fille de la femme de ménage. Tu lui donneras le crédit, tout le crédit. Pas ton équipe, pas une nouvelle consultation. Elle, est-ce clair? C'était la véritable punition. Pas la perte de son emploi, mais l'anéantissement complet et total de son ego. Tu es en train de me détruire, murmura-t-il. Non, Robert, dit Dr Dubois en rangeant son téléphone. Tu te détruis toi-même. Je me contente de t'empêcher d'entraîner les autres avec toi. Elle se dirigea vers la porte de la tente. Je m'attends à ce que tu sois à côté du lit de M. Henderson quand ils arriveront. Et j'attends que tes excuses à Aline lui soient présentées en personne avant l'aube. Elle partit. L'auxiliaire juridique regarda Dr Leclerc. L'homme, autrefois puissant, paraissait maintenant petit. Son visage était gris, ses mains tremblaient. Il regarda l'écran vide de son ordinateur portable. Il avait été ruiné, et tout cela avait été fait sans un seul cri. L'aube se leva sur les crêtes des Alpes, peignant le ciel de nuances pâles de gris et de rose. La lumière, cependant, n'apporta pas de chaleur à la petite cabane. Un coup frappé à la porte fit écho. Marthe l'ouvrit. Dr Dubois se tenait là le visage déterminé. C'est l'heure. Le trajet de retour vers le camp se fit en silence. Marthe et Aline, toujours en uniforme de nettoyage, marchèrent de chaque côté du médecin. Lorsqu'elles atteignirent le périmètre, les gardes qui les avaient fait sortir quelques heures plus tôt détournèrent le regard s'écartant pour les laisser passer. Le camp était déjà animé, mais toute l'activité sembla s'arrêter lorsque les trois femmes s'approchèrent de la tente principale de triage. Les infirmières et les résidents marquèrent une pause les observant. Dr Dubois ouvrit la porte de la tente. À l'intérieur, la tente était calme. M. Henderson était assis sur son lit buvant de l'eau. Une femme vêtue de vêtements chers et aux yeux bienveillants et inquiets était assise près de lui, lui tenant la main. Deux hommes grands dans la vingtaine se tenaient au pied du lit. Sa famille. Dr Robert Leclerc se trouvait près du lit. Sa blouse blanche était froissée. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Pour la première fois, il paraissait petit. Il les vit entrer. Ses yeux croisèrent ceux d'Aline, puis se détournèrent rapidement. « Ah, Evelyne !» dit-il, sa voix tremblante. « Et Aline Marthe, entrez, je vous en prie. » M. Henderson leva les yeux. Son visage, bien que pâle, s'éclaira lorsqu'il aperçut Aline. « C'est elle, » dit-il à sa femme d'une voix faible. « C'est la fille dont je t'ai parlé, celle qui m'a ramené. » Sa femme, Mme Henderson, se leva. Elle regarda Dr Leclerc, le puissant docteur, puis la jeune fille de 17 ans, en uniforme de femme de ménage. « Docteur, demanda-t-elle à Leclerc, qu'est-ce que c'est? » « Cette fille. » Dr Dubois fixa Leclerc sans dire un mot. C'était son moment, son épreuve. Leclerc déglutit. Il marcha jusqu'au centre de la petite pièce. Toute son équipe, les résidents, les infirmières, l'observaient. « Madame Henderson, commença-t-il la voix cassée. « Monsieur Henderson,
Je vous dois des excuses et j'en dois aussi à cette jeune femme. » Il se tourna vers Aline. Ses yeux étaient rouges, son arrogance complètement effacée. « J'ai mal diagnostiqué votre mari, » dit-il, sa voix à peine audible pour que la tante puisse l'entendre. « Je pensais que c'était une infection. Je lui ai administré des fluides et de l'oxygène, ce qui était... Tu étais en train de me tuer, dit M. Henderson. Ce n'était pas une accusation. C'était une simple affirmation plate. Oui, murmura le clerc. J'étais arrogant. J'avais tort. Il regarda Aline qui se tenait près de sa mère, son visage pâle. J'ai humilié elle et sa mère. Et puis j'ai fait une blague. Je lui ai dit, je l'ai défié de le sauver. Et elle l'a fait. Il leva la main imposant le silence. Son diagnostic était parfait. C'était brillant. Elle a identifié un œdème pulmonaire aigu, un événement cardiaque grave. Elle a prescrit la séquence de médicaments qui a sauvé sa vie. Elle a utilisé le défibrillateur avec plus de compétences qu'un résident de 10 ans. Je n'ai pas sauvé votre mari, Madame Henderson. C'est elle. Il s'arrêta un moment. La tension était palpable. Son nom est Aline, et c'est une génie. Le silence qui suivit fut absolu. Madame Henderson fixa Aline, puis son visage se déforma, rempli d'émotion. Elle se précipita vers Aline et la prit dans ses bras dans une étreinte féroce. « Toi, tu l'as sauvé. Tu as sauvé mon mari. » Marthe pleurait à chaudes larmes, ses mains couvrant sa bouche. Un des fils de M. Henderson, un avocat au regard perçant, s'avança. « C'est extraordinaire, dit-il. Que va-t-il se passer maintenant, pour elle et pour lui? » Il tourna la tête vers Leclerc. Docteur Leclerc dit « Docteur Dubois prendra un congé prolongé de la Fondation avec effet immédiat. » Leclerc hocha la tête, acceptant son sort. « Et pour Aline, continua Docteur Dubois, un petit sourire rare, effleurant ses lèvres, son téléphone satellite sonne. Elle le regarda satisfaite. « Excellente nouvelle, dit-elle à la pièce. Le patient à Marseille Pope. Sa fièvre est tombée 1 heure après l'infusion de stéroïdes. Ses poumons se dégagent. Il demande à manger. » Elle tourna son regard vers Aline, ses yeux brillants d'une lumière fière et intense. La fondation Albright a été construite sur un mensonge. Elle a été construite sur le génie volé de Florence Albright. Il semble seulement juste qu'elle soit sauvée par son héritière. Elle se tourna vers les Henderson. Aline doit aller à l'école. Elle a beaucoup à enseigner aux gens. Madame Henderson n'hésita pas. Peu importe le coût. Sorbonne Université, Université Paris-Cité. Tout ce qu'elle veut, considérez cela comme fait. Aline regarda sa mère, puis Docteur Dubois, puis le carnet de cuir usé qu'elle tenait toujours dans ses mains. Elle avait été une ombre, un fantôme, la fille d'une femme de ménage. Mais la connaissance qu'elle détenait était réelle. C'était un pouvoir qui transperçait la fierté, les titres et l'arrogance. C'était le pouvoir de guérir. « J'accepte, dit Aline, sa voix claire et stable dans le calme de l'attente. « J'ai beaucoup à apprendre. » Et elle ajouta en regardant les médecins présents. « J'ai beaucoup à enseigner. » Docteur Dubois passa un bras autour d'elle. « Oui, tu en as. » Les 2 femmes se tenaient là, la vétéran diagnosticienne et la jeune prodige. Un cercle se fermait après 2 générations. Le génie de la femme qui avait écrit le livre avait enfin trouvé sa voie dans la fille qui l'avait lu. Et c'est là que nous allons conclure l'histoire pour l'instant. Chaque fois que je partage l'une de ces histoires, j'espère que cela vous donnera l'occasion de sortir du quotidien et de vous laisser emporter pendant un moment. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en écoutant. Peut-être que vous écoutiez en savourant une tasse de thé assis sur le porche ou que vous vous installiez pour une soirée tranquille. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis vraiment tous. Et si vous voulez vous assurer que nos chemins se croisent à nouveau, un like et un abonnement font une énorme différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos histoires.
N'hésitez donc pas à déposer aussi vos commentaires dans la section en dessous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.